Salutations à tous, Madame, Messieurs, très chers amis téléspectateurs de Nouveau Congo Télévision. Merci de nous suivre de partout où vous nous suivez. Merci de nous suivre au canal 79 sur TNT, StarTime, mais aussi BlueSat. Merci d'être branchés grâce à nos différentes plateformes digitales, grâce auxquelles vous nous captez de partout, YouTube, Facebook, Twitter. Merci d'être branchés. C'est Entretien qui revient encore une fois chez vous, dans vos maisons. Comme vous le savez, Entretien, c'est ce programme organisé par Nouveau Congo Télévision pour pouvoir accorder la parole à nos invités de marque pour discuter des questions spécifiques qui les concernent ou qui concernent la société dans laquelle nous vivons. Le entretien d'aujourd'hui, évidemment, on va discuter des nombreuses questions, mais seulement dans un format un tout petit peu différent de celui habituel. Comme vous le savez, vous verrez que Solange Toumba n'est pas sur ce plateau, Ben Limba non plus, Godlive Kalombo n'est pas là. Je suis seul face à deux invités. Je m'en vais tout de suite vous le présenter. Il s'agit d'abord Yannick Loukoussa. Bonjour et bienvenue. Vous êtes président ou coordonnateur de RAS, RAS c'est Réseau Africain Souverain. C'est bien Coordonnateur. Ça? Coordonnateur. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour monsieur Cissé. C'est un plaisir pour nous. Très bien. Alors, comme la réalisation vous l'a déjà fait voir, nous avons Madame Sidonie Flore Oué, c'est bien ça? C'est cela, monsieur. Elle nous vient tout droit du Gabon. Vous êtes ancienne procureure générale de la République, directeur de formation continue, c'est bien ça? En effet. Très à l'École bien. nationale de la magistrature du Gabon. École nationale de la magistrature du Gabon. Mais sur le plan associatif, vous êtes femme leader, vous pilotez des mouvements associatifs. Reflet, de quoi il s'agit? Il s'agit du réseau des femmes leaders d'Afrique inspirantes. Ces femmes qui inspirent et qui ont l'obligation, dans un souci de transmission intergénérationnelle, de transmettre les valeurs du leadership à la nouvelle génération. Très bien, mais en même temps, vous êtes aussi à la tête de Salon de la Femme. En effet, le Salon de la Femme est une plateforme associative typiquement gabonaise et qui s'occupe des questions de vulgarisation des textes de loi, quelle que soit leur origine, les lois nationales, les lois internationales, mais surtout qui vise deux objectifs majeurs, à savoir, premièrement, la réduction des inégalités hommes-femmes en Afrique, notamment ces inégalités qui demeurent encore textuelles, qui existent dans nos textes de loi, et l'autonomisation globale, cette autonomisation qui est fragilisée par la vulnérabilisation de l'ignorance des cibles par les textes, de leurs textes. Très bien. Merci, Madame Sidonie, d'être de notre. Alors, on va aborder de nombreuses questions. Hein. Déjà, vous avez senti que Madame a plusieurs casquettes, hein, vraiment incarnées, suffisamment fournies. Nous allons aborder de nombreuses questions, et avec Yannick Loukoussa et avec Madame Sidonie. Mais il faut signaler que c'est RAS, c'est vous qui recevez Madame Sidonie, qui nous vient directement du Gabon. Je dirais pas très particulièrement, parce que c'est les Congos qui reçoivent Madame Sidonie d'abord, et ensuite les organisations de la société civile en général reçoivent ces organisations-là, parce qu'il s'agit de la grande société civile africaine. Mais comme c'était passé directement par nous, c'est comme ça que nous représentons les autres directement pour dire que effectivement c'est les Congos et c'est la société civile congolaise qui reçoit Madame Sidonie, avec un grand plaisir et un grand honneur. Très bien, merci. Alors, Madame, Messieurs, on va tout de suite aller dans le vif des nombreux sujets qui sont à l'ordre du jour de ce numéro d'entretien. Alors, Madame Sidonie, quel est votre terrain de prédilection, les domaines dans lesquels vous vous sentez comme un poisson dans l'eau, le domaine dans lequel vous œuvrez avec vos différents mouvements associatifs? Le droit. Le droit. Le droit, parce que c'est ma vie, c'est ma deuxième passion. Ah oui, j'ai tantôt mentionné que vous étiez
procureur général de la République au Gabon. En effet. Très bien. Alors, Je suis haut magistrat hors hiérarchie, comme on appelle dans notre continent. Je suis présentement magistrat hors hiérarchie. J'ai été effectivement à la tête du parquet de Libreville, au parquet de la République. Et aujourd'hui, je suis directeur de la formation continue à l'École nationale de la magistrature. Cette direction qui s'occupe du renforcement des capacités de tous les magistrats du Gabon, de tous les greffiers, de tous les huissiers et des agents de la sécurité pénitentiaire. très bien. Alors, on va tout de suite commencer par ce sujet. Pas plus tard qu'hier, on a célébré la journée internationale des droits de l'homme. Certainement que les textes dont vous faites la promotion marchent de pair avec la situation des droits de l'homme en Afrique et à travers le monde, mais aussi dans nos différents pays pris singulièrement. D'abord, d'entrée de jeu, dites-nous, à cette occasion-là de la Journée internationale des droits de l'homme, quelle appréhension vous avez, vous, de la situation des droits de l'homme ici en Afrique? Écoutez, l'observation que je vais d'abord faire, et avant tout, est que beaucoup d'Africains ne savent même pas ce que c'est les droits de l'homme. Même les plus instruits, en effet. Et ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute parce que c'est une question d'absence de vulgarisation, ce qui justifie, entre autres, mon engagement pour vulgariser les textes des lois, c'est-à-dire les mettre à la portée de tous. Savez-vous que, par exemple, dans la plus petite des sociétés qui puissent exister, c'est-à-dire la famille, vous ne pouvez pas dire ici au fond du Congo ou au fond du Gabon, dire à un monsieur que vous êtes l'égal de votre femme. Il vivra mal. Lorsque vous allez lui dire que vous êtes l'égal de votre femme en droit, il le vivra très mal. Vous montez à un autre stade, vous direz à un intellectuel que vous êtes égal à votre femme en droit. Il ne le comprendra jamais. Et pourtant, Dieu seul sait que l'acte qui fonde chaque république, j'entends par là la constitution de chaque république, interne, incorpore les différentes déclarations universelles, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de la France et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, reprise par les Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons incorporé ça dans notre acte de naissance qui nous donne le statut d'État, cette personne morale. D'accord? Quel État? Mais dans ces actes déclaratifs, et même le traité africain des droits de l'homme reprend en fait l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Citoyen, c'est-à-dire tout être humain qui est né, peu importe son sexe, mais à qui on reconnaît des droits et des obligations. Justement, donc, tout cela est cité. L'égalité dont vous parlez, c'est sur papier, mais sur le plan pratique, ce n'est pas ce qu'on vit. Non, le problème, c'est qu'il faut déjà savoir ce que c'est. Avant de le vivre, il faut le savoir. Vraiment, c'est pour cette raison que je survolerai l'Afrique pour faire comprendre que dès lors que nous nous sommes engagés dans ce que nous avons appelé les conventions internationales, les traités internationaux, nous aliénons une partie de notre souveraineté. Notamment ces pratiques coutumières que nous avons parfois en partage pour parler des Bantous. Donc, dès lors que nous avons accepté d'aller avec les autres dans une convention pour dire nous sommes égaux devant la loi, et que nous reprenons ça dans nos textes, notamment les textes supérieurs, qui ne peuvent pas avoir des textes inférieurs, différents ou opposés à cet esprit. Ça veut dire que nous devions l'appliquer. Mais encore qu'il faudrait que les citoyens concernés par cette question le sachent. C'est ça le grand problème, d'où la vulgarisation. Quel est l'état des droits de l'homme en Afrique? Premier constat, c'est qu'il y a d'abord une ignorance par la plupart des citoyens de leurs droits fondamentaux. Donc, on ne peut pas exercer ces droits si on ne les connaît pas. Le premier travail à faire, c'est qu'il faut vraiment renforcer la vulgarisation et la sensibilisation. À qui revient cette responsabilité de pouvoir vulgariser les textes légaux? À l'État et à la société. À l'État, avec ses démembrements, le gouvernement, la société civile, qui est un élément crucial dans le dynamisme de tout État. La société civile a un rôle. Moi, je me prévaux avec fierté de la société civile et ce rôle-là, je l'embrasse, je l'enveloppe, je le porte comme un manteau pour pouvoir porter
à la connaissance donc des cibles identifiées ces messages utiles. Pourquoi? Parce que la question des droits de l'homme n'est pas une question isolée. C'est une question qui concerne toutes les personnes qui vivent dans des États. Et partout dans tous les États, ces droits de l'homme sont universels, imprescriptibles et inaliénables. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, en France, aux États-Unis, au Gabon, au Congo, en Centrafrique, vous pouvez vous prévaloir de ces droits, mais encore qu'il faut les connaître. Très bien, mais justement, vous relevez quelque part qu'il y a une sorte d'ignorance de l'existence même de ce que c'est que le droit de l'homme. Mais cependant, quelle est selon vous la cause qui fasse que le niveau d'instruction qui semble être bas dans nos différents pays africains, qui serait la cause de cette méconnaissance de nos droits? Il y a deux causes qui peuvent justifier cet état de choses. Premièrement, il y a que parfois nous nous engageons dans des conventions sans suffisamment intéresser les citoyens par l'information. Deuxièmement, il y a qu'une fois engagés, même sans forcément l'adhésion des citoyens, mais parfois par un diktat venu d'ailleurs, il y a que les pouvoirs publics ne font pas leur travail, celui d'informer. La vulgarisation. Voilà, d'où la vulgarisation de ces lois. Vous allez vous rendre compte, ce n'est pas au Gabon seulement que j'ai pu faire ce constat, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Bénin, au Togo, un peu partout. Vous allez vous rendre compte que les lois qui sont votées par le Parlement n'arrivent pas souvent aux destinataires. Ils les ignorent complètement. Et nous nous habillons de ce que, des adages venus d'ailleurs, nul n'est censé ignorer la loi, mais tout le monde ignore tout. Et d'ailleurs, ces mécanismes ont même changé. Aujourd'hui, l'adage, c'est « aucune loi ne doit être prise sans qu'elle ne soit connue ». Alors que hier, c'était « nul n'est censé ignorer la loi ». Vous voyez que il est temps que la société civile, dans son ensemble, puisse tenir compte de cet état de choses pour que nous puissions d'abord connaître, exercer un droit, suppose qu'on le connaisse déjà, qu'on s'en approprie et qu'on l'exerce. Justement, ce qui suppose que la société civile, laquelle doit participer dans la vulgarisation, dans l'information, doit collaborer avec le pouvoir public. Bien sûr qu'il n'y a pas, ce ne sont pas des entités opposées. Non, pas du tout. Ils doivent collaborer. Mais quand je parle des pouvoirs publics, je pense à l'Assemblée nationale, je pense au Sénat, je pense au Parlement, je pense également au gouvernement, parce que la bataille menée par la société civile au niveau du Gabon, par exemple, trouve aliment au sein du gouvernement qui parfois porte nos revendications sur la table des décideurs. Donc il faut forcément une démarche. Il en est de même des relations que nous pouvons avoir avec les parlementaires, notamment les députés et les sénateurs, pour pouvoir faire des propositions qui sont in fine portées par ceux qui ont la compétence nécessaire pour faire des propositions de lois ou alors des projets de loi. Donc, on doit forcément collaborer, forcément, en bonne intelligence. Est-ce que vous ne pensez pas que, étant donné que la société africaine est foncièrement ancrée dans les traditions, les multiples et les nombreuses traditions, est-ce que vous ne pensez pas que ces textes légaux puissent rencontrer une sorte de résistance vis-à-vis, par exemple, comme vous le disiez tantôt, lorsque vous dites à un homme dans son foyer que vous êtes l'égal de votre femme, qu'il le comprenne mal. N'est-ce pas c'est dû quelque part à nos nombreuses coutumes qui, n'est-ce pas, sont inculquées en nous? Mais vous savez, je viens sur la question de nos valeurs profondes et traditionnelles. Pour dire que dès lors, j'insiste sur cet aspect, dès lors que nous acceptons d'aller contracter avec les autres, pour dire on fait un contrat, avec des effets synalagmatiques, réciproques, dès lors que nous aliénons une partie de notre souveraineté. Parce que cette tradition, nous ne pouvons pas l'imposer aux autres, dès lors que nous nous sommes engagés. Je parle de la petite société, la famille. Vous allez épouser une femme, on va dire une femme béninoise,
vous êtes d'origine congolaise, vous n'allez pas lui imposer la tradition congolaise. Vous êtes engagé dans un contrat tout sachant, en connaissance de cause, le contrat de mariage, qui voudrait que vous puissiez plutôt aménager un cadre de vie propice pour votre épanouissement. Donc, vous ne pouvez pas lui imposer vos traditions. Là, c'est la plus petite cellule sociétale. Allons-y au niveau de l'État. Il revient donc à nos hommes politiques de voir ce qui est bon, prendre ce qui est bien pour les populations et laisser ce qui n'est pas bien. C'est la situation des réserves. Ils peuvent émettre des réserves. Mais s'ils adoptent les conventions dans leur entièreté, ils doivent assumer les suites qui s'imposent. Donc les résistances n'ont plus lieu d'être. Et tenez-vous bien, lorsqu'on me parle des traditions, moi j'en ris. Pourquoi? Comment ça? Oui, j'en ris. Parce que nous sommes ouverts au monde. Nous sommes dans le cadre d'un monde planétaire, d'une société planétaire. Vos traditions, si vous décidez d'aller vivre en Chine, là-bas, vous allez les appliquer. Je ne pense pas. Vous serez soumis aux droits indiens. En revanche, si vous décidez de vivre ici, vous décidez d'avoir une femme de votre village, c'est sûr que les traditions vont prospérer. Je pense que les traditions sont évolutives. Pourquoi? Hier, c'était le cache-sexe qui était imposé aux hommes. Aujourd'hui, vous êtes en costume. Alors, de quelle tradition parle-t-on? Ayons un esprit flexible pour pouvoir nous adapter et retenir ce qui est bien et bon pour l'épanouissement de tout citoyen. Je voudrais, avant d'accorder la parole à Yannick, je voudrais poser cette question. Mais pourquoi on a l'impression que dans l'ouverture justement au monde, là, on a l'impression que les échanges en termes des traditions et des coutumes ne se font pas de manière dans les deux sens, mais plutôt que l'Africain semble s'ouvrir au monde et copier ce qui vient de l'Europe, des Amériques et autres, plutôt que voir les Américains et les Européens copier les traditions africaines. Mais écoutez, moi je vais vous répondre pour vous dire que c'est une analyse qui est vôtre, mais que savez-vous de l'évolution traditionnelle des Américains et des Européens? Ils savent d'où ils viennent, ils savent où ils vont. Mais je l'ai dit tout à l'heure pour parler de nos pouvoirs publics, notamment ceux qui ont la charge de ratifier ces conventions. Mais il faut émettre des réserves quand ça ne va pas. Quand ce que vous allez prendre ne cadre pas bien, le contrat que vous êtes allé signer ne cadre pas avec vos réalités sociologiques. Vous émettez des réserves. Il y a cette possibilité d'émettre des réserves. Mais parfois, ils les font sous contrainte. À ce les moment, financements, à ce moment, je vous réponds, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Très bien, merci Madame Sidonie. On va poursuivre. Alors, Yannick Loukoussa, d'abord dites-nous, le RAS travaille dans quel secteur? En fait, les races, le RAS a la forme... c'est une structure de la société civile d'abord, premièrement, qui a été initiée en République démocratique du Congo, mais qui est présent dans plusieurs autres pays d'Afrique. C'est un réseau en fait de partage des valeurs africaines. Déjà, comme le nom le dit, les réseaux africains souverains, la valeur fondamentale que nous pensons, que nous partageons ou sinon que nous véhiculons dans le RAS, c'est d'abord la souveraineté. On pense qu'aujourd'hui, en 2021, la communauté africaine, l'homme africain, ne s'est pas encore approprié sa souveraineté dans sa globalité. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans l'ordre de ses priorités apparemment. Là, c'est sur le plan politique, la souveraineté à laquelle vous faites allusion. Politiquement, ou que vous pensez? La souveraineté n'est pas seulement politique. La souveraineté dans son ensemble. Et la souveraineté est économique, la souveraineté est culturelle, la souveraineté est politique évidemment aussi. C'est-à-dire que nous partageons toutes les valeurs liées à cette souveraineté en tant que peuple africain, en tant que ressortissant de l'Afrique, en tant qu'autochtone africain. Et ça fait quelques années déjà depuis que nous évoluons et on essaye évidemment, voilà pourquoi d'ailleurs on est très très content de voir la présence du salon et du reflet chez nous, parce qu'en fait, parmi
je veux dire, parmi les activités que nous encourageons dans le RAS, il y a d'abord le partage d'expériences entre Africains. C'est-à-dire qu'il y a ces valeurs ou bien il y a ces choses qui réussissent très très bien chez certains amis en Afrique, mais qui sont complètement méconnues chez les autres. Vous voyez, une théorie, une méthodologie dans un domaine donné qui marche très bien au Congo-Brazzaville, par exemple, mais complètement méconnue à Kinshasa. Donc l'objectif, c'est aussi essayer de voir dans quelle mesure mettre en place soit des synergies, soit simplement des partages des connaissances ou d'informations ou d'expériences. Question de voir aussi comment on peut, entre guillemets, se servir des compétences et des acquis des autres pour avancer tous ensemble dans la même direction. C'est donc une organisation de la société civile au niveau africain. Oui, ça a été initié au Congo, mais ça a des représentations dans 10 pays d'Afrique actuellement. Mais le plus souvent, l'on estime que les organisations de la société civile ici en Afrique ne sont rien d'autre que des bras séculiers du pouvoir public, qui de temps à autre sont sous-traités, sous-utilisés pour des fins politiques. Non, mais Madame Sidonie l'a dit tout à l'heure, la collaboration entre la société civile et le pouvoir public ne doit pas être un tabou. C'est un mode opératoire en fait. Parce que, comme Madame me disait tout à l'heure, avant le plateau, il dit, écoute, le politique et la société civile ont un objectif en commun, l'amélioration des conditions du citoyen. C'est-à-dire que le politique cherche la même chose, la société civile cherche la même chose sur ces mêmes citoyens. Donc le plus important, c'est voir dans quelle mesure on peut vraiment coordonner les efforts pour aller de l'avant. Aujourd'hui, on tente, certains acteurs essayent de créer de la tension entre les deux secteurs pour simplement... Le pouvoir public et... voilà, simplement pour pouvoir avoir la possibilité de régner. Ben, dans le cadre, par exemple, de ce que nous on est en train de dire, un bras séculier dans quel pouvoir et pour quel objectif? Parce que c'est une organisation qui est d'abord qui n'est pas nécessairement congolaise. Vous n'allez pas demander aux amis du Cameroun ou bien de Centrafrique de venir voter pour vous comme vous voudrez être président de la République ou député, par exemple. Donc ça n'a rien à voir avec cela. Mais ce qui est important, c'est que c'est important de pouvoir être en mesure de parler de cela clairement, de comprendre que collaboration, c'est possible sans nécessairement... qu'il y ait domination voilà, ou même du pouvoir public sur la société civile. Alors, Madame Sidonie, on était en train de parler de la situation des droits de l'homme avant d'aborder cette question de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. On est en train de parler des situations de droits de l'homme. Lorsque vous observez la situation de droits de l'homme, au-delà du fait que les organisations de sensibilisation se sont multipliées à travers l'Afrique, pourquoi le plus souvent on se rend compte que, par exemple, pour le cas de Reflet, Salon de la Femme, la plupart de ces organisations, vous allez vous rendre compte lorsque vous observez qu'elles ont comme source de financement des ONG internationales, européennes, qui le plus souvent, elles aussi, sont trempées dans ce que d'aucuns appellent exploitation illicite, soit des minéraux, soit des... Donc, le source de financement semble n'est pas être propre. Alors, ce que je voudrais dire à propos, c'est que la société civile, je voudrais rebondir, parce que la question que vous avez posée tout à l'heure est fondamentale. Et dans le souci de créer une nouvelle société civile ou améliorer la société civile africaine. On en a une ici chez nous, la nouvelle société civile congolaise. Voilà. Ou améliorer la vision de la société civile. Il faudrait déjà dire que il y a les pouvoirs politiques qui fabriquent les membres de la société justement, civile. Justement. C'est à ça que je faisais allusion quand je parlais. C'est une question de détermination de celui qui s'engage à aller dans la société civile. Parce que c'est un engagement. Lorsqu'on n'a pas d'engagement, on est une girouette et souvent ça ne dure pas longtemps. Vous verrez les résultats. Donc, il n'y a pas
d'opposition majeure qui devrait exister entre la société civile et les pouvoirs politiques. Simplement que la société civile doit comprendre et connaître son rôle pour ne pas être absorbée par la politique, donc le pouvoir politique. Le rôle de la société civile, c'est ce rôle de contestation normée. Pourquoi? Lorsque, par exemple, une décision est prise par les pouvoirs publics et qui ne rentre pas dans les cordes de l'épanouissement du citoyen, la société civile a une force de contestation. Mais une contestation qui doit se faire de façon encadrée, c'est-à-dire en respectant les procédures légales, premièrement. Deuxièmement, la société civile a une force de proposition. Lorsqu'il y a des vides, par exemple, quelque part, la société civile peut faire des propositions, mais malheureusement, ceux qui ont le pouvoir de faire prospérer ces propositions restent les hommes politiques. D'où l'intérêt de ne pas travailler en vase clos, mais plutôt de créer des passerelles réciproquement respectables entre la société civile et le pouvoir mais justement, politique. c'est par ces passerelles dont vous parlez là que le pouvoir public arrive à dominer, à dompter, si vous voulez, les différentes organisations de la société civile ici chez nous en Afrique. C'est ce que nous vivons. Mais vous comprenez, je prends un exemple basique. Si j'ai une idée sur une situation donnée, n'étant pas au pouvoir, si je voudrais que ça soit transformé en loi, je n'ai aucune compétence. Justement. Je serai obligé de travailler avec soit un député, soit un sénateur ou un ministre pour faire passer la loi. Mais je n'accepterai pour rien au monde d'être dompté pour autant. C'est l'idée que je voudrais faire passer. Et la personne vers qui je vais doit comprendre que c'est pour l'intérêt général. Mais c'est à moi d'expliquer. Souvent, ça se passe bien au niveau du Gabon. Mais il y a également au niveau du Gabon certaines associations, certaines organisations non gouvernementales qui sont phagocytées par le pouvoir politique. Acquises à la cause du pouvoir Bien sûr, public. mais ce n'est pas une question typiquement africaine. Ce n'est pas une question typiquement africaine. Et puis, le ciel n'est ni bleu, ni blanc. Parfois, il est gris. Ça veut dire que rien n'est tranché, en fait. Et pour répondre à la seconde question sur... l'origine des moyens pour les organisations de la société civile, lorsque parfois elles se retrouvent butées à des problèmes de fonctionnalité et que par conséquent les financements doivent provenir soit du pouvoir public, soit d'une organisation internationale qui elle aussi s'est trempée dans des... Il y a une confusion. Il y a une confusion que je voudrais lever. Donc je voudrais lever l'équivoque. C'est quoi le pouvoir politique, le pouvoir public? C'est quoi le pouvoir public? Le président de la République, lorsqu'il est élu, il est élu pour tout le monde. Il est élu pour les politiques, il est élu pour la société civile. Il est élu pour tout le monde. C'est pour cette raison que les États africains doivent comprendre qu'ils doivent mettre les moyens à disposition pour la société civile au même titre qu'ils mettent les moyens au niveau du gouvernement. La société civile n'est pas dans le gouvernement. Justement. Mais... D'accord? Alors, quel grief faites-vous à la société civile qui démarre avec ses propres petits moyens et qui veut faire des grandes choses si elle n'est pas soutenue par les pouvoirs publics, notamment les dirigeants, en tête desquels les chefs d'État. L'État, personne morale, doit prévoir des budgets pour accompagner les organisations de la société civile qui impactent sur le terrain, qui font prospérer la cause des citoyens sur le terrain. Au lieu d'aller chercher ailleurs, mais vous allez parler de la société civile qui recevrait des prébendes, mais l'État également reçoit. Enfin, je veux dire... Ah, mais c'est ça, c'est pas une excuse, ça. Non. Ces sociétés... Non, je ne dis pas que c'est une excuse, mais commençons d'abord par fournir l'aliment dans notre propre maison avant d'aller demander aux autres. D'accord? Si la société civile, on va dire sous-régionale, on va parler de notre Afrique centrale. Si la société civile au niveau de l'Afrique centrale n'est pas soutenue par les différents chefs d'État, enfin je veux dire chefs d'État, non, enfin les États. Parce que dans l'État, il y a tous les démembrements. La société civile y fait partie. Mais l'État doit prévoir un budget pour le fonctionnement des organisations non gouvernementales. Je parle là
pas de tous, hein, pas des entreprises et autres, je parle là des associations. Sinon, comment ces personnes peuvent fonctionner? Dites-le moi. J'ai envie de... Je suis au Gabon, je vais venir au Congo pour venir partager l'expérience du Gabon et acquérir également les connaissances au Congo. Qui doit me payer le billet? Je dois payer mon billet, je dois payer mon séjour, je dois, pour l'intérêt général. Est-ce normal? Dites-moi que c'est normal. Mais comment justement, comment il faut créer le cloisonnement entre un pouvoir public qui est quelque part censé donner les subventions aux organisations de la société civile, mais vous allez lui refuser pour des besoins politiques le droit de quelque part vouloir manipuler sinon ces organisations de la société civile. Oui. Justement, c'est là le problème. Comment vous faites pour résister? Parce que face à un pouvoir public qui vous subventionne, mais qui en même temps voudrait vous utiliser pour des fins politiciennes. C'est parce qu'on n'a encore rien compris du fonctionnement d'un État. C'est tout. Je m'explique. L'État est une personne morale avec des acteurs qui arrivent et qui repartent. Je parle là de la possibilité des transitions qui peuvent se faire. Les textes sont clairs, les présidents et leur gouvernement arrivent pour un moment, après ils partent. Mais l'État demeure, les institutions demeurent. Si l'État prévoit une subvention pour la société civile, l'équipe actuelle peut ne pas agir parce que la société civile a résisté à son absorption, mais l'équipe d'après va appliquer. Et la société civile peut se battre pour faire appliquer ce qui est textuel. C'est pour cette raison que j'insiste à dire que ça doit être textuel. L'État doit prévoir cela. L'État, ce n'est pas une équipe qui est là. Je ne parle pas aux équipes qui restent éternellement. Je parle aux équipes qui ont le souci de la transition, qui ont le souci de passer le témoin. C'est de cela que je parle. C'est de ces questions que je parle. Et je pense également que les pouvoirs publics, lorsqu'ils subventionnent la société civile, ce n'est pas pour l'intérêt de leur petit mandat, parce que l'État est éternel. Le mandat, il est passager. Il faudrait que la jeunesse africaine essaie de s'approprier ces questions pour se dire, ne faisons pas des choses pour un moment, pour un temps réduit. D'accord? Ne faisons pas de la société civile... ne donnons pas l'existence de la société civile à notre propre existence. Pensons à après nous. D'où l'intérêt de créer des textes pour une continuité, comme on parle de continuité du service public, comme on parle de la continuité du service public. Les personnes passent, mais la société civile doit toujours demeurer avec ses fondamentaux. Mais les fondamentaux doivent être assurés par l'État. Premièrement, la société civile vit de ses cotisations. Première chose. Et puis subsidiairement, la société civile peut avoir des dons. Il peut avoir des mécènes. Vous pouvez me dire de quoi vivent les partis politiques? Des cotisations? On les verse où, quand, comment? Bon, passons. Je ne suis pas là pour faire le procès donc, de toutes ces questions, mais vraiment pas me titiller sur des questions qui peuvent fâcher. Ce qui est sûr et certain, c'est que les acteurs de la société civile doivent être des personnes engagées, qui ont des objectifs bien précis et qui tiennent sur leurs objectifs et qui acceptent en fait non pas des aides pour être absorbées, mais pour atteindre les objectifs qui se sont fixés. Très bien. Alors, lorsque vous observez, depuis que les organisations de défense des droits de l'homme se sont multipliées dans nos pays africains, est-ce que vous pensez qu'il y a eu évolution dans le chef de nos différents États en termes de respect des droits humains dans les différents pays? Est-ce que l'existence des organisations de la société civile qui militent pour cette cause a apporté quelque chose en termes de respect des droits humains? Oui. Je parle du cas du Gabon, les choses ont quand même un tout petit peu bougé. Il faut le dire. Et puis il faut dire qu'on vient de loin. La première chose à faire, c'est que le bénéficiaire de ces droits le sache. Parce qu'on peut ne pas respecter ses droits sans que lui-même ne s'en rende compte.
Parce qu'il ne le sait pas. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que je suis, moi, citoyenne, et j'ai des droits qui me sont reconnus par la Constitution de mon pays. Mais j'ignore complètement ces droits. Du coup, si l'État, à travers ses acteurs, aliène ces droits, moi je ne sais pas que ce sont mes droits. Justement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que si les choses ont bougé quelque part, c'est parce que les États partenaires, les États d'Europe et d'Amérique, partenaires de nos États, nous Africains, quelque part coincent les États avant de pouvoir les subventionner dans tel ou tel domaine. Ce n'est pas du fait des organisations de la société civile locale, c'est du fait des pressions extérieures, de la communauté internationale. Ceux qui le pensent exercent ce qu'on appelle la liberté d'expression et c'est un droit fondamental. On ne peut pas interdire à quelqu'un de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il veut par rapport à sa pensée. Moi, je pense le contraire et c'est également mon droit. Très bien, merci. Alors, 16 jours d'activisme sur les violences basées sur le genre. Sur quoi a porté cette activité exactement? Non, nous n'avons pas organisé des activités particulières par rapport aux 16 jours d'activisme. Cependant, hier, à l'occasion du point de presse pour l'annonce de la présence du Salon de la femme à Kinshasa, comme ça s'est tenu hier et que c'était effectivement à cette occasion en fait qu'on célébrait aussi la fin de ces 16 jours. C'est comme ça qu'on avait dit quelque chose en célébration. On a fait une petite séance d'information commune par rapport à cela et aussi par rapport à la célébration de la journée internationale du droit de l'homme. Donc c'était juste d'information des circonstances par rapport à la journée, mais on n'avait pas organisé de manière particulière des activités. Par contre, il faudrait peut-être demander à Madame... Justement. Alors, Madame Sidonie, sur quoi ont porté ces 16 jours d'activisme? Il faut dire que ces 16 jours d'activisme découlent de la journée internationale de la violence faite aux femmes, célébrée le 25 novembre de chaque année. Et l'Organisation des Nations Unies consacre donc 16 jours d'activisme à la société civile pour pouvoir poser des actes. Et étant donné que c'est la question des violences faites aux femmes et que le thème onusien choisi était l'élimination des violences, le Gabon s'est retrouvé comme un poisson dans l'eau. Pourquoi? Parce que en septembre dernier, le Gabon a sorti une loi, le Parlement gabonais a voté une loi qui a été promulguée donc à cette date-là, en septembre, septembre 2021, qui porte sur l'élimination des violences faites aux femmes. Comment voudriez-vous que je me sente lorsque les pieds se trouvant dans l'eau, je n'avais pas d'autre choix que de boire au lieu de mourir de soif? Mon travail consiste à vulgariser les textes de loi. Et on me dit, il y a une loi qui porte sur l'élimination des violences faites aux femmes. Donc vous y avez pris part active. Et alors là, et cette loi, effectivement, résulte de ces questions, parce que parler des droits des femmes, c'est parler des droits de l'homme. Parce que la loi est asexuée. La loi ne fait pas de distinction entre l'homme et la femme. Les droits fondamentaux, c'est pour tous les citoyens sans distinction de sexe. Simplement que le constat fait sur le terrain démontre que la femme, en raison de son sexe, se voit privée de l'exercice de ses droits fondamentaux au motif tiré des pratiques traditionnelles. Alors, le relèvement donc de cette situation pour rester conforme avec les conventions internationales, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes, d'une part, et d'autres textes nous ont amenés à travailler d'arrache-pied avec les gouvernants pour finalement sortir cette loi qui rentre dans le cadre d'un programme gouvernemental appelé Gabon Égalité.
Ce programme gouvernemental qui a décliné plusieurs actions, notamment ces textes de loi qui, d'une part, portent sur l'élimination des violences et d'autre part sur la réduction des inégalités. Donc, le Salon de la femme, pendant ces 16 jours d'activisme, s'est déployé à travers le pays et s'est dit, mais il n'y a pas que le pays, puisque j'ai aussi une casquette africaine. Nous sommes venus donc, profitant de l'invitation qui nous a été faite par le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, qui sera organisé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, son Excellence, Félix Tshisekedi. Voilà, Félix Tshisekedi. Nous nous sommes dit, on ne peut pas simplement venir participer à cet événement sans boucler les 16 jours d'activisme. Et nous avons été nous sommes présentés devant la presse pour décliner le contenu de cette loi portant élimination des violences faites aux femmes en République gabonaise. Mais est-ce que vous pensez que les femmes elles-mêmes, à qui est destinée principalement cette lutte-là, c'est l'approprient? Pas encore. Pas encore parce qu'il y a des pesanteurs socio-culturels. Il y a des pesanteurs. Il y a également la pauvreté, qui est non négligeable. Parce que comment voudriez-vous qu'une femme qui vit avec un homme qui la soumet à un dictat parce qu'il s'occupe entièrement d'elle puisse sortir de là? Parce qu'elle aurait... Non, c'est une question de détermination et notre travail est de rendre les femmes déterminées. Déterminées à vivre leur citoyenneté dans leur entièreté. Donc, nous nous sommes déployés sur l'ensemble du territoire et nous avons échoué au Congo pour parler donc de cette loi sur l'élimination de toutes les violences vécues par les femmes, votée par le Gabon sous la loi numéro 006/2021. Quelle est la part, selon vous, de l'homme dans cette lutte-là de la diminution ou sinon l'élimination des violences à l'égard de la femme? Qu'est-ce que l'homme doit apporter comme part dans cette lutte-là? Mais cette lutte ne peut pas être exclusivement féminine. Je vais vous apprendre, et je suppose que c'est également ici, puisque nous le vivons partout en Afrique, le Parlement est majoritairement dominé par les hommes. Évidemment. La loi est votée par les hommes. Quelle est la part que vous souhaitez encore qu'ils apportent? Ils apportent déjà suffisamment. En votant déjà ces lois-là, c'est une part. Maintenant, il revient de rendre ces lois pratiques sur le terrain. Et puis, il y a que les femmes elles-mêmes puissent l'approprier. Mais pour s'approprier ces lois, il faut qu'elles sortent de l'esclavagisme psychologique, relevant des résidus traditionnels et également de la pauvreté qui les habite. Et donc, elles s'en servent pour en faire un manteau de confort. Est-ce que, clairement, à vous entendre parler, est-ce que vous pensez que ce sont nos cultures qui doivent évoluer pour pouvoir rejoindre les textes légaux que nouvellement édictés, ou que ce sont ces textes qui doivent s'adapter aux réalités culturelles et sociétales de chez nous? Est-ce qu'on fait un rétropédalage? Nous avons dit que nous sommes engagés sur le plan international. Le fait de s'être engagés nous oblige à nous aliéner, à aliéner une partie de notre souveraineté. Alors, comment repartir encore sur ce que nous avons déjà conclu pour que ça s'adapte sur les résistances des habitudes qui ne sont plus adaptées par rapport à la loi? Parce qu'évidemment, vous allez trouver des traditionalistes, des conservateurs qui vont vous dire que sur tel aspect de la culture, on ne transige pas. Mais ça, c'est à leur niveau, mais ce n'est pas au niveau de la loi. C'est ce qu'il faudrait comprendre. La loi, elle est au-dessus de tout le monde. La loi, elle est impersonnelle et générale. Ce que chacun pense dans son coin ou dans son esprit, ou pour les besoins de la clarté et la beauté de ses écrits, ça n'engage que cette personne. Mais il faudrait qu'on comprenne déjà ce que c'est la loi. Une fois qu'on aura compris ce que c'est la loi, je pense qu'on aura déjà fait un premier pas. Vous savez, au Gabon, moi, je suis, si vous voulez, un tout petit peu admirée par pas mal de personnes, notamment les femmes, mais omis par une catégorie d'hommes
qui ne veulent pas évoluer. Ah bon? Oui, qui ne veulent pas évoluer. Il n'y a qu'à visiter ma page, je vous rendrai bien compte. Qui ne veulent pas évoluer. Mais monsieur, cher monsieur sur le plateau, la tradition elle-même, elle est évolutive. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a quelques années, vous aviez les caches-sexes. Les femmes se baladaient sans soutien, sans rien. C'est la tradition. Doit-on la maintenir à l'heure actuelle? La réponse est naturellement non. Vous êtes en costume aujourd'hui. Sinon, je veux dire, au nom de la tradition, de grâce, remettez vos caches-sexes et puis ôtez les costumes. Est-ce qu'on est d'accord pour comprendre que la tradition s'adapte à l'environnement et au temps? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Sinon, toute tradition est évolutive. Autrement dit, toute tradition est évolutive. Ceux qui s'accrochent sur la tradition, c'est parce qu'ils veulent s'arc-bouter, ils veulent s'accrocher à une aisance imaginaire, mais qui n'a rien à voir avec la loi. Dès lors qu'on accepte de vivre selon la norme, on se plie. Mais cette norme aussi peut changer. Parce que la loi, elle n'est pas figée. La loi peut changer, peut s'adapter aux exigences du moment. Très bien. Alors, Yannick Loukoussa, on est en train de chuter. Il nous reste très peu de temps. Dans le cadre de cette campagne de pouvoir éliminer les violences faites à l'endroit des femmes, vous en tant qu'au-delà du fait que vous soyez dans les mouvements associatifs, organisations de la société civile, en même temps vous êtes politique, quelle est la démarche qu'il faille entreprendre pour pouvoir prendre des textes de loi dans ce sens-là? Très bien. Déjà, vous avez compris que Madame Sidonie a son combat. Son premier combat, c'est vulgariser les textes de loi. Ça, c'est très important. Nous, au niveau de au niveau du réseau par rapport à la RDC, nous aussi, nous avons notre combat. Notre combat à nous, c'est de pouvoir renverser la tendance du chômage au pays. Depuis 1960, ce pays n'a jamais dépassé la barre des 30% du taux d'emploi et d'employabilité. Depuis 60, jamais. On n'a jamais dépassé les 30%. Alors qu'aujourd'hui, on est en 2021. On comprend qu'il y a un problème, qu'il y ait des problèmes liés à l'emploi. On comprend qu'il y ait des difficultés, même dans les sociétés les mieux organisées. Ça existe. Mais les pourcentages sont quand même assez faibles. C'est-à-dire que si on pouvait au moins atteindre la moyenne en 60 ans, comme ça s'est fait, ça allait au moins arranger les choses. Mais le problème avec nous, c'est que 60 ans après, nous n'avons jamais dépassé les 30%. Jamais. Et que faire pour pouvoir inverser la tendance? Parce que c'est votre cheval de bataille. C'est ça la bataille. Donc l'objectif, c'est celui-là. On est en train d'exécuter des activités, des différentes activités. Ça fait 1 an déjà. Avec le symposium du travail et de l'entreprise, c'est ça en fait le programme que le réseau au niveau du Congo développe depuis plus d'1 an maintenant. Alors en essayant effectivement de voir l'expérience des autres, comme je disais tantôt, nous nous sommes rendus compte que les différents États qui avaient réussi à relever ces défis de renverser la tendance du chômage évoluaient de manière coordonnée en ce qui concerne les activités liées au secteur de l'emploi. Parce que l'emploi, en fait, n'est pas l'apanage d'un seul ministère, malheureusement. C'est une thématique transversale qui prend en compte plusieurs organisations publiques, je veux dire plusieurs ministères à la fois, et plusieurs organisations techniques liées à ces ministères pour pouvoir avoir des résultats, entre guillemets, synchronisés. Alors, malheureusement, chez nous, depuis 60, on n'a pas encore réussi à mettre en place une organisation qui puisse synchroniser les activités de toutes ces organisations publiques. Et donc, notre solution proposée actuellement depuis 1 an et demi, c'est d'abord essayer de mettre en place une stratégie nationale de réduction du chômage et d'amélioration des conditions de travail, laquelle va permettre de mettre ensemble les différents acteurs qui évoluent dans le secteur pour pouvoir être en mesure de savoir où est-ce qu'ils vont, comment ils sont en train de partir là-bas et qu'est-ce qu'il faut faire. Très bien, merci Yannick Loukoussa, ce sera votre dernier mot. Alors, Madame Sidonie, Flore Oué, c'est bien ça? Tout à fait, et merci de l'avoir bien prononcé, parce que ce n'est pas souvent évident. Très bien, alors, on va conclure avec vous sur la question
de la promotion, justement, la vulgarisation des textes légaux. Puisque la responsabilité première est des pouvoirs publics, de pouvoir, n'est-ce pas, vulgariser les textes légaux qui sont mis en place pour que les citoyens se l'approprient. Mais la société civile, pour sa part, comment fait-elle pour pouvoir accompagner cette démarche de la vulgarisation pour que les citoyens qui sont membres de ces organisations de la société civile prennent connaissance des textes légaux qui les régissent? C'est à travers des séminaires, des ateliers, des formations même. En fait, le format est déterminé par la nature de la loi à vulgariser, du texte de loi à vulgariser. Permettez-moi de m'accorder quelques minutes, sinon je m'en voudrais de n'avoir pas au moins dit quelque chose sur la vulgarisation de notre nouvelle loi. Je ne sais pas si ça existe déjà au Congo. J'ai essayé de lire sur le net. Je n'ai pas encore vu mes collègues qui sont membres du Salon de la femme, des magistrates, mais qui sont en province, pour me donner l'état de la législation en matière des violences vécues par les femmes au niveau du Congo. Mais dans le souci du partage de pratiques et d'expériences, la nouvelle loi de 2021, donc portant sur l'élimination des violences faites aux femmes, a identifié une série de violences. Les violences physiques, les violences morales ou psychologiques, les violences patrimoniales, les violences familiales, les violences économiques, le harcèlement moral, la discrimination, qui sont des infractions à part entière. Et chaque violence est déterminée et définie par le texte de loi. L'objectif du législateur ici n'est pas de créer un village pour les femmes, mais plutôt de protéger les femmes. Pourquoi ? Parce que nous, au niveau de la société civile, nous pensons qu'elles ont été longtemps prisonnières des traditions culturelles, dépassées de plusieurs années, dépassées de plusieurs siècles. Et qu'aujourd'hui, à l'ère de notre conformisme aux engagements internationaux, je parle là de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, dans son article 2, précise bien que tous les citoyens naissent égaux en droit et en dignité. Donc, cette loi-là est une loi qui vise à protéger. Et puis, parallèlement, à côté de cette loi, il y a une loi qui vise à réduire les inégalités, toujours dans le sens de la protection. Nous avons vu, par exemple, que la notion de chef de famille a disparu dans la loi, mettant une place libre à une réciprocité au niveau de la protection, de l'assistance et du respect entre les personnes qui s'engagent devant la loi, donc les personnes mariées. Ah, mais dans le code de famille ici, il y en a. Hein. Il y en a. Il en est de... Ah, ça y est, là, il n'y a plus la femme obéissante comme l'âne. Non, je pense qu'il y a des dimensions de détails qu'eux, ils ont mis à jour. Et dans le code de la famille, ici en RDC, c'est maintenu. L'homme est le chef de la famille. Oui, chez nous, c'est comme ça. Mais chez eux, ils ont changé. Chez nous, l'homme n'est plus le chef de la famille, mais ça ne veut pas dire que c'est la femme qui devient le chef de famille. Parce que nous, les Africains, c'est comme ça qu'on comprend. On dit au législateur, on fait dire au législateur ce qu'il n'a pas dit. Le législateur prévoit que l'homme n'est plus le chef de famille. Les deux époux se doivent mutuellement respect, assistance, protection. D'accord ? Avec une communauté de vie. Ils doivent vivre ensemble. Et puis, il y a également le choix du domicile conjugal qui en fait était réservé à l'homme. Aujourd'hui, ce sont les deux époux qui choisissent le domicile conjugal pour l'intérêt du ménage. Il y a également... permettez-moi, bon d'accord, je vais résumer. Il y a également le viol entre époux qui est né. Le viol entre époux qui est né parce qu'on a estimé que... on a souvent considéré que la femme était un objet dans le cadre du mariage. Et qu'à ce titre, elle devait toujours être à la disposition de l'homme, même contre sa volonté. Et là, on fait prédominer la volonté qui existe dès la conception, dès l'idée de contracter mariage, jusqu'à la consommation du mariage. Seul doit prédominer le consentement. Si j'avais plus de temps, j'allais encore mieux développer cette belle loi. Je vous remercie. Merci, Madame Sidonie
Flore Oué, c'est bien ça. Tout à fait. Voilà, donc elle nous venait du Gabon. Merci d'avoir été des nôtres et bon séjour en République démocratique du Congo. Elle a une activité mardi, elle n'en a même pas parlé. Merci parce que je ne il s'agit pouvais de pas... quoi pour le mardi? Je l'ai dit tout à l'heure que le forum international des femmes entreprenantes et dynamiques devait être celui qui s'organise sous le haut patronage du président de la République. Que je remercie profondément parce que comment il a appelé ça? Il fait partie de la trempe de la masculinité positive. Vraiment, j'ai apprécié, je m'approprie le mot. Vraiment, je dis merci donc au chef de l'État, je dis merci à la première dame qui ont bien voulu que cet événement-là se passe ici et qui vont certainement le coacher. Merci. Alors, merci Yannick Loukoussa d'avoir été le nôtre. Merci à vous, cher Cissé. Très bien. Alors, madame, messieurs, l'entretien d'aujourd'hui s'arrête ici. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Nouveau Congo Télévision.